Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition du 7-8 L'Actu, édition du vendredi 13 septembre. Voici les principaux titres. 13 millions et 27 millions d'euros, c'est le montant des cagnottes du Super Loto et de l'Euro Million aujourd'hui. Vendredi 13 oblige, allez-vous tenter votre chance, c'est ce que nous verrons. La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment appelait à une mobilisation nationale dès ce matin pour sauver le secteur du bâtiment. Opération escargot sur les routes du département avant de se rendre en préfecture. Nous reviendrons également sur cette semaine de contestation. Forces de l'ordre, fonctionnaires étaient aussi dans la rue pour notamment s'opposer à la réforme des retraites. L'image du jour, à présent, c'est l'ouverture ce soir, vendredi 13, des 30e journées du patrimoine qui marque également les 100 ans de la loi de protection du patrimoine. 16 000 sites publics ou privés ouverts dans les Yvelines, musée de la ville, château de Versailles, préfecture sont à visiter. Pour en savoir plus sur le programme, rendez-vous avec Kiosque, le magazine culturel de la rédaction, à l'antenne notamment aujourd'hui à 20h30 et puis en replay également sur notre site internet. On reste dans le patrimoine avec le château de Versailles qui se lance dans l'épicerie fine. Une gamme de produits vient d'être dévoilée, des fruits, des légumes ou encore des bonbons et des confitures. Exemple de prix, 11,90 € pour un sirop de lavande à la vanille. Cette licence doit permettre de diversifier les ressources de l'établissement. Du sirop de lavande, des nèfles ou encore des panais. Autant d'aliments oubliés des cuisines que vous n'avez certainement jamais dégustés. Et pourtant, sous le règne de Louis XIV, ces produits étaient dans toutes les assiettes. Le château de Versailles lance sa gamme épicerie fine et veut leur redonner vie. Tous les nouveaux fruits et légumes que nous mangeons aujourd'hui ont été introduits à Versailles par Jean-Baptiste de la Quintigny. Des pratiques comme le foie gras ont été portées par Louis XIV. Le sucre, les bonbons, les sirops ont été développés sous le règne de Louis XIV. Cette gamme épicerie fine est également un moyen pour Versailles d'exporter son savoir-faire à travers le monde. Avec 75% de visiteurs étrangers, le château veut rayonner en dehors de nos frontières grâce à la gastronomie royale. Ça fait partie des atouts de la France, ça fait partie des points forts de la France. Et nous, à Versailles, puisqu'on est l'emblème de la France, eh bien on se doit aussi de savoir exporter la gastronomie. Exporter des produits qui, certains amateurs seront peut-être déçus, ne sont pas 100% versaillais mais sont bio et cultivés dans le sud-ouest de la France. Pour les déguster, il vous en coûtera en moyenne entre 7 et 15 € la pièce. À l'occasion de ce lancement, nous avons longuement rencontré Catherine Pégard, c'est la présidente de l'établissement public du château de Versailles. Anthony Rechet a échangé avec elle autour de cette initiative pour le moins originale, mais aussi à propos des prochains projets. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. Catherine Pégard, bonjour. Vous êtes présidente de l'établissement public du château de Versailles. Vous lancez aujourd'hui votre marque d'épicerie fine. Première question, quand et comment est né ce projet ? Mais ce projet est né d'une rencontre avec Bernard Lafont qui travaille sur ces produits oubliés, ces légumes, ces végétaux, ces fruits. Quelquefois des fruits tout simples, quelquefois des fruits plus compliqués, quelquefois des fruits qui ont été abandonnés au fil des générations. Et donc qui nous a proposé un projet qui nous a semblé très cohérent puisqu'il se réfère à l'histoire du goût et à l'histoire de la gastronomie. Et que nous, évidemment, nous cherchons toujours quand nous essayons d'innover dans ce 21e siècle, parce que comme vous m'avez souvent entendu le dire, Versailles n'est pas un musée figé dans le passé. Versailles est un château qui vit dans son époque, avec des publics nouveaux, avec des publics différents, qui viennent ici avec des rêves et aussi avec une culture qui n'est pas forcément la nôtre. Et donc il faut savoir leur parler de Versailles parfois autrement, pas seulement à travers ce grand livre d'histoire que nous ouvrons tous les jours, mais aussi à travers l'art de vivre, le style et la gastronomie. Et la gastronomie, c'est un nouveau point d'entrée pour venir à Versailles, déguster des produits qui, bien sûr, ne sont pas produits ici, mais qui souvent ont été mangés à d'autres époques, ici même. Quel type de produits on va pouvoir trouver? Alors il y a des produits très amusants qu'on ne connaît pas. Par exemple, vous trouvez des jus de lavande, on n'a pas du tout idée qu'on va trouver un jus de lavande. On va trouver une gelée de safran, on va trouver bien sûr du foie gras parce que M. Lafont vient du sud-ouest et je crois qu'il n'aurait pas survécu au fait de ne pas travailler le foie gras. Et puis des nèfles, par exemple, on ne parlait plus des nèfles, on va trouver des nèfles, des confitures,
nourriture, des bonbons, parce que les reines, pas seulement Marie-Antoinette, les reines mangeaient souvent beaucoup de bonbons et beaucoup de douceur. Eh bien, c'est tout ce petit monde qui se recrée. Et votre volonté avec cette marque d'épicerie fine, c'est de vous exporter? Oui, parce que vous savez, nous avons 75% de visiteurs étrangers. Nous avons de plus en plus de touristes qui viennent de nouveaux pays, comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Australie. Eh bien, ils arrivent ici, évidemment, avec un rêve de Versailles, avec des idées sur Versailles, mais aussi avec leur propre culture. Et ils viennent vers nous et nous devons aller vers eux. Et exporter Versailles à l'étranger, c'est aussi exporter ce savoir-faire, le savoir-faire de nos métiers d'art, et l'art de vivre, le savoir-vivre, à travers aussi ces produits gastronomiques. Tout ça forme un tout. Il n'y a pas seulement d'un côté les tissus, et puis les bénisteries, et puis l'esthétique au sens le plus large du terme. Non, il y a aussi la gastronomie, ça fait partie des atouts de la France, ça fait partie des points forts de la France. Et nous, à Versailles, puisqu'on est l'emblème de la France, eh bien on se doit aussi de savoir exporter la gastronomie. En attendant le lancement de l'épicerie fine, cet été s'est bien passé au château? Cet été s'est très bien passé. Alors aujourd'hui, nous retrouvons le premier jour de pluie qui, je l'espère, qui ne signe pas la fin de la saison, puisque les grandes eaux continuent encore jusqu'au 14 septembre. Les grandes eaux nocturnes, il faut venir profiter des derniers moments pour voir ces grands eaux qui sont quand même le spectacle le plus prisé à Versailles pendant tout l'été. Et nous avons eu la chance d'accueillir encore plus de visiteurs que l'an dernier, 8% de plus en juillet et en août qu'en juillet et en août l'an dernier, et je crois 5% de plus depuis le mois de janvier. Dernière question, quand on voit cette création de marque d'épicerie fine, on se dit qu'il y a peut-être d'autres idées qui vont arriver bientôt pour essayer encore d'exporter un peu plus sûrement, Versailles mais à ça travers je ne le peux pas monde. tout vous dire aujourd'hui. Là aujourd'hui c'est l'épicerie fine, et puis bien sûr à travers des marques, à travers des liens encore une fois cohérents. J'insiste sur ce mot parce que l'idée c'est qu'il y ait un lien entre l'histoire, entre le patrimoine et entre les créations d'aujourd'hui. Et par exemple, nous allons aller dans quelques jours voir, ça c'est à Scope, voir le lustre que font les Bouroulec. Les frères Bouroulec sont en train de faire un lustre pour Versailles qui sera installé dans l'escalier Gabriel, donc une œuvre contemporaine à Versailles. Et bien là, c'est aussi une autre manière de parler de Versailles autrement et de montrer la création d'aujourd'hui dans le patrimoine. Entre 6 et 8 millions de joueurs attendus aujourd'hui, vendredi 13. Super Loto, Euromillions ont la faveur de ceux qui vont tenter leur chance, avec des gains pouvant aller jusqu'à 27 millions d'euros. Ferez-vous partie de ceux qui vont succomber à l'appel de la Française des Jeux? Vos réponses au micro de Mickaël Jarry. Bien sûr, donc on doit jouer au loto. Bah oui, bien sûr ça va porter chance. Je vais essayer ça tout à l'heure après ma rentrée. Je vais aller acheter un ticket de loto et puis on verra. Moi, vendredi 13, j'ai jamais porté d'importance à cette journée. J'ai toujours trouvé ça un peu futile. Je crois pas vraiment à toutes ces choses-là. Enfin, que ce soit porte-chance ou porte-malheur. Non, pas vraiment. Je pense pas que ça ait une vraie influence. Je suis pas trop superstitieux, donc je me dis que c'est un jour comme les autres, mais que si ça porte chance à d'autres personnes, pourquoi pas. 8 ans de travaux, le lycée Jean Perrin à Saint-Cyr. L'école a connu plus qu'un léger lifting. La fin des travaux a été inaugurée mercredi en présence de Jean-Paul Huchon, le président socialiste de la région Île-de-France. Le point sur tous ces changements et également sur la nouvelle offre de formation avec Yolène Thorez et Elodie Moine. Jean-Paul Huchon tenait à être présent. Et pour cause, cela fait 8 ans que le lycée Jean Perrin était en travaux. Le président PS de la région Île-de-France ne voulait pas manquer l'inauguration. 1, 2 et 3. Bravo. Le conseil régional a investi 34 millions d'euros pour la réfection du bâtiment. Un bâtiment qui date des années 60 et qui souffrait de problèmes de sécurité et d'espace. Le temps des travaux, les élèves étaient accueillis dans des préfabriqués pas toujours en bon état. Des problèmes aujourd'hui résolus. On a eu des soucis en informatique et puis là ça va mieux. Les locaux aussi, niveau température, c'était pas trop ça. Maintenant on est mieux, donc ça incite vraiment à mieux travailler. C'est propre et ça donne envie de travailler, ça donne envie de rentrer, de venir tous les matins, d'aller en cours et tout. 2 bâtiments ont été gardés et rénovés. Celui du milieu a été reconstruit pour assurer une meilleure liaison. Résultat, des locaux beaucoup plus fonctionnels et un accès pour les handicapés facilité. De quoi donner de belles perspectives à la proviseure du lycée. J'espère bien remonter les effectifs
et changer l'image aussi de l'établissement sur la commune, l'intercommunalité, voire le département, puisque nous avons des filières exclusives dans le département. Marchandisage visuel n'existe qu'au lycée Jean Perrin, de même que l'optique. C'est le seul lycée public du département à offrir une filière optique. Ici, le magasin pédagogique, véritable réplique d'un commerce où les élèves conseillent de vrais clients. Ils viennent avec leur feuille de maladie et bénéficient de tarifs préférentiels sur les lunettes. L'établissement ne compte pas s'arrêter là. L'ouverture d'un BTS dans le domaine est actuellement à l'étude. Bientôt un nouvel institut d'études politiques dans le département des Yvelines. Ce sera le premier à être créé depuis 20 ans en France, le premier également dans la région Île-de-France. Il ouvrira en septembre 2014 à Saint-Germain-en-Laye. L'un de ses points forts, la diversité des langues enseignées, comme va nous l'expliquer son directeur adjoint, professeur à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, université à l'origine du projet avec celle de Cergy-Pontoise. On va essayer de mettre en place un partenariat très important avec le lycée international de Saint-Germain-en-Laye, ce qui nous permettra de proposer à nos étudiants un très grand nombre de langues étrangères, ce qui est toujours une très bonne chose dans les IEP, en tout cas beaucoup plus que ce que les IEP proposent classiquement, même ce que l'IEP Paris est capable de proposer. Il faut se démarquer par rapport aux autres instituts d'études politiques. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les instituts d'études politiques ? Je ne sais pas s'il y a une vraie concurrence. Aujourd'hui, il y a une concurrence qui existe entre les universités. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais entre les IEP, c'est peut-être moins vrai. D'ailleurs, on a été très très bien accueillis par les 6 IEP de région. Pierre Mathiot, qui dirige l'IEP de Lille, a été un véritable parrain moral pour nous. Donc là-dessus, il n'y a pas eu vraiment de problème. Vous savez, je dirais, le gâteau est assez large pour qu'on se le partage. Voilà pour cet entretien réalisé cette semaine au cours d'une précédente édition du 7-8, l'actu politique toujours, cette fois-ci avec le président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, le socialiste Robert Cadalbert, qui vient de dresser ses priorités pour les prochains mois, à commencer par l'emploi des jeunes, mais également un coup d'accélérateur au projet économique. La rentrée sera économique ou ne sera pas, c'était le maître mot de la conférence qu'a tenue ce jeudi le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Robert Cadalbert. Tout d'abord, 1000 emplois supplémentaires avec l'arrivée du nouveau siège social de Mercedes France à Montigny-le-Bretonneux. La pose de la fameuse étoile, emblème de la marque, est fixée à la fin novembre. Toujours des emplois supplémentaires, cette fois du côté du Crédit Agricole. Une extension est prévue pour accueillir 1000 salariés en plus. La pose de la première pierre à Guyancourt qui lancera le chantier fixé au 22 octobre. Autre nouvelle, elle concerne le technocentre Renault à Guyancourt. Un projet de rapprochement des sites franciliens vers le pôle yvelinois est envisagé. Cela semble se confirmer. Des collaborateurs du site de Rueil-Malmaison devraient commencer à arriver. Enfin, la vente des terrains pour la création de l'école d'ingénieurs Estaca à Montigny a été signée à la fin du mois d'août. La pose du premier arbre, symbole là encore du lancement du chantier, est prévue le 15 novembre. Les jeunes, une priorité pour le président de l'agglomération qui s'est fixé un objectif très ambitieux, qu'aucun jeune saint-quentinois ne sorte du système scolaire sans un contrat. C'est une logique atteignable, estime-t-il. Tout le monde, ça veut dire d'abord le tissu économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec des acteurs, le club FAS, qui effectivement travaillent dans l'insertion des jeunes dans l'entreprise. On fait en sorte que tous les contrats d'apprentissage puissent effectivement trouver des entreprises. On fait que les emplois d'avenir, que l'école de la deuxième chance, que Pôle emploi, tout le monde avec la Cité des métiers, sous l'égide importante de la mission locale, qui fait un excellent travail aujourd'hui, travaillent ensemble. Des bonnes nouvelles qui ne font pas oublier 2 dossiers sociaux du moment. La cession de Reware, le centre informatique d'Areva à Guyancourt. Les syndicats sont très mobilisés sur la question. Et la restructuration du groupe EADS, implanté notamment à la Clé Saint-Pierre à Elancourt. Des élus ruraux en colère, en cause le durcissement de la loi de solidarité urbaine SRU qui prévoit d'instaurer dans les prochaines années un quota de logements sociaux de 25% pour les communes de 1500 habitants. Le député des Yvelines Jean-Frédéric Poisson du Parti chrétien-démocrate entend faire amender le texte. Quant à Yves Vandeval, le président du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, conseiller général également UMP, il estime que cela va défigurer des espaces protégés. Il doit rencontrer lundi le ministre de l'Environnement.
C'est une sorte de bavure législative, si je puis dire. L'obligation de construire des logements sociaux dans de toutes petites communes rurales ne correspond évidemment pas à la volonté réelle du législateur. C'est la combinaison de plusieurs textes de loi dans le temps, je ne peux pas rentrer dans les détails ici, qui fait que, effectivement, quelques communes rurales, comme Cernay-la-Ville par exemple, qui ont fait le choix d'entrer dans la communauté de communes de Rambouillet, se trouvent du jour au lendemain soumises à l'obligation de construire 25% de logements sociaux. Elles auraient choisi d'aller à Chevreuse, elles seraient allées à la communauté de communes des Étangs, elles ne seraient pas soumises à cette obligation. C'est donc, je dirais, une bavure législative, et ce que nous souhaitons, c'est que par voie d'amendement, et nous comptons sur les parlementaires yvelinois pour le faire, que par voie d'amendement, on corrige effectivement ce qui constitue une erreur dans la loi. La semaine a été marquée par la contestation sociale, à commencer par celle des policiers dès lundi qui ne verbalisaient pas les auteurs d'infractions légères à la circulation et au stationnement. Opération nationale organisée ici à Versailles, une action menée à l'appel du syndicat Alliance Police Nationale afin de contester le projet de réforme des retraites, mais aussi le projet de réforme pénale. Des faux PV expliquant leurs revendications ont aussi été distribués. Dans le détail, ils souhaitent une meilleure prise en compte de la pénibilité de leur métier et côté justice que l'incarcération devienne une règle. Le syndicat Alliance parle de laxisme et de hausse probable de la délinquance avec ce projet de réforme. On écoute l'un des représentants de ce syndicat à propos de cette opération inédite qui a été menée lundi. C'est pas quelque chose de courant et c'est surtout que c'est une autre façon de faire qu'une traditionnelle manifestation de rue. C'est une façon pour nous de mobiliser nos collègues mais aussi d'attirer et d'avoir la sympathie de la population pour nous soutenir et pour soutenir sa police nationale. La réforme des retraites qui mobilisait aussi les fonctionnaires mardi à l'appel de la CGT. Ils étaient quelques 300 000 selon le syndicat à défiler dans les rues de Paris, 155 000 selon le ministère de l'Intérieur. Dans l'éducation, la grève a été peu suivie. Dans les Yvelines, l'inspection académique annonce seulement 1% de professeurs absents dans le primaire, 2% dans le secondaire. Mobilisation des salariés le mardi, des forces de l'ordre le lundi et enfin des chefs d'entreprise du secteur du bâtiment ce vendredi. Les artisans du bâtiment crient aussi leur ras-le-bol. Ils se sont mobilisés dans toute la France ce matin pour alerter les pouvoirs publics sur les difficultés de leur secteur. Un secteur qui représente plus de 700 000 salariés. L'augmentation de la TVA prévue pour le 1er janvier 2014 les inquiète. Elle passera de 7 à 10% et pourrait impacter le pouvoir d'achat de leurs clients selon eux. Ils réclament aussi la sortie du statut auto-entrepreneur de ce secteur. À la préfecture de Versailles ce matin, le président de la Confédération de l'artisanat des Yvelines avait rendez-vous avec le cabinet du préfet. Ce qu'on leur demande, c'est de remonter auprès du président de la République, qu'ils se rendent compte que voilà, ce n'est pas un mouvement de quelques farfelus, c'est vraiment l'intégralité du bâtiment qui est en colère et qui veut sortir de cette situation et qu'on l'aide. On ne demande pas de subvention, hein. On demande juste qu'on arrête de nous fiscaliser. Le gouvernement et la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs ont signé cette semaine une convention pour le recrutement de 1500 emplois d'avenir. 3 ministres, dont l'Yvelinois Benoît Hamon, se sont rendus à l'Institut MGEN de la Verrière pour cette signature. Dans cet établissement, 6 jeunes ont déjà été recrutés comme brancardiers avec ce statut. À la clé, un CDD de 30 mois et une formation. Dans les Yvelines, on comptabiliserait 700 emplois d'avenir. 1500 emplois d'avenir d'ici fin 2014. C'est ce que promet la FEAP, la fédération regroupant les organismes sociaux médico-privés à but non lucratif. Pour marquer cet engagement, 3 ministres se sont rendus à la Verrière dans une unité de soins gériatriques. Ici, 6 jeunes ont été recrutés comme brancardiers. Beaucoup ont enchaîné des petits boulots avant de s'engager dans le milieu médical. Avec ces contrats d'avenir, ils obtiennent un CDD de 30 mois et une formation. Ça change que j'ai un avenir plus sûr, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est pas n'importe quel contrat, c'est bien ça pour les jeunes. L'État s'engage de son côté à financer une partie des salaires à hauteur de 75% du SMIC, ainsi que la formation. Pour la FEAP, ces aides facilitent grandement le recrutement. En tous les cas, c'est une incitation extrêmement forte et qui fait qu'on ne peut pas passer à côté. Mais je ne sais pas répondre à la question de savoir si on aurait probablement employé moins. C'est tout à fait clair. L'objectif reste cependant de reconduire ces nouvelles recrues, une fois formées, en CDI. Dans les Yvelines, on comptabiliserait aujourd'hui près de 700 emplois d'avenir. Le gouvernement espère atteindre les 100 000 embauches en France d'ici la fin de l'année.
Et ce secteur de la santé et du médico-social est particulièrement porteur en termes d'emploi actuellement malgré la crise. Avec le vieillissement de la population, les besoins augmentent, comme l'a expliqué lors de cette signature Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Il y a plus de 50 000 emplois d'avenir d'ores et déjà signés, 52 000 fin août et fin juillet. Il y avait 11 000 emplois d'avenir signés dans les 3 secteurs de la santé, du médico-social et du social. C'est donc une part très significative qui représente même près du tiers des emplois signés si l'on exclut l'éducation nationale. Donc on voit qu'il y a une mobilisation forte des acteurs de la santé. Il y a aussi des besoins forts dans le domaine de la santé, dans le domaine social. Économie, les clubs d'affaires qui permettent aux chefs d'entreprise de se retrouver se multiplient. Certains se différencient parfois. C'est le cas de l'Happy Hour Business Club à Saint-Quentin en Yvelines, tourné vers la culture. Première réunion qui se déroulait à lundi soir. Catherine Zulato, Patrick Jacques de Dixmude. Un nouveau club d'affaires à Saint-Quentin en Yvelines, le Happy Hour Business Club. Un club pour réunir entre eux chefs d'entreprise avec une orientation autour de la culture. Une fois par mois, les adhérents se retrouvent à Montigny pour suivre une conférence. Ils peuvent également assister à des avant-premières de films et de spectacles. Et puis toujours à l'issue de ces événements, l'occasion de partager un verre ensemble. Un peu de culture. Sur Saint-Quentin, la culture, elle est quand même particulièrement mise en avant. Et on n'a pas à se plaindre. Faut pas exagérer, on a tout ce qu'il faut. Et puis en même temps, garder le côté club d'affaires. Je vois ce soir, les gens ils discutent, ils s'échangent des cartes. C'est comme ça qu'on fait du business. Et du vrai business sympa. Ce mardi soir, invité de la première conférence, Étienne Gregor, professeur à HEC et adepte de la pensée positive, venu délivrer des conseils aux chefs d'entreprise présents. Il faut faire confiance, affirme-t-il. La confiance est au cœur des affaires. Il y a une dimension autoréalisatrice de la confiance qui fait que quand les gens ont confiance, ils investissent, ils consomment et ça crée un cycle vertueux. Et à contrario, quand vous êtes dans un cycle, une spirale de défiance, vous bloquez tout. Ce qui s'est passé en 2008 au demeurant. La prochaine conférence aura lieu le 8 octobre autour du thème du handicap et de la réussite. Happy Hour Business Club compte à ce jour une vingtaine de membres. Plusieurs cotisations sont proposées. Premier tarif d'adhésion à partir de 200 € par an. Je vous redonne l'une des informations principales de ce 13 septembre. Les artisans du bâtiment qui crient aussi leur ras-le-bol. Ils se sont mobilisés ce matin dans toute la France pour alerter les pouvoirs publics sur les difficultés de leur secteur. Un secteur qui représente plus de 700 000 salariés. L'augmentation de la TVA prévue pour le 1er janvier 2014 les inquiète. Elle passera de 7 à 10% et pourrait impacter le pouvoir d'achat de leurs clients selon eux. Ils réclament aussi la sortie du statut auto-entrepreneur de ce secteur. À la préfecture de Versailles, ce vendredi matin, le président de la Confédération de l'artisanat des Yvelines avait rendez-vous avec le cabinet du préfet. On l'écoute. Ce qu'on leur demande, c'est de remonter auprès du président de la République, qu'ils se rendent compte que c'est pas un mouvement de quelques farfelus, c'est vraiment l'intégralité du bâtiment qui est en colère et qui veut sortir de cette situation et qu'on l'aide. On ne demande pas de subvention, on demande juste qu'on arrête de nous fiscaliser. Fin du journal de la rédaction de ce 13 septembre. On se retrouve lundi 18h en direct. Il sera notamment question de la semaine de la mobilité, une semaine européenne pour bouger autrement qui mobilisera plusieurs communes des Yvelines, dont celle de Saint-Quentin. Cyclistes, utilisateurs des services d'autopartage, des transports en commun sont à l'honneur. Plusieurs animations annoncées et également l'inauguration de la gare rénovée de Montigny-le-Bretonneux. On en parlera dès lundi dans le 7-8 L'Actu. Passez un bon week-end, même s'il s'annonce pluvieux. Et je vous retrouve lundi. Bonne soirée.